La première fois que Geneviève entendit ces bruits à la cave, elle crut que c'était des rats. La deuxième fois, elle sut que c'était quelque chose de plus grave. La troisième fois, un jeudi de septembre, à 3 heures du matin, elle descendit, un couteau à pain tremblant à la main, et découvrit que certains mensonges étaient de la taille d'un homme, dissimulés parmi ses plus vieux objets. Mais il fallait remonter au début, même si ce début paraissait trop innocent pour ce qui allait suivre. Geneviève Dubois avait 68 ans et vivait seule à Étretat depuis 12 ans. Jusqu'à sa rencontre avec Mathis Chevalier, elle pensait avoir déjà vécu toutes les surprises que la vie lui réservait. Elle se trompait. Ce matin de juin, lorsque la tempête du siècle s'abattit sur la Normandie, elle ignorait encore à quel point une erreur pouvait être dangereuse. La maison était perchée au sommet de la falaise, celle-là même que Monet avait peinte des dizaines de fois, là où les touristes grimpaient pour photographier l'arc d'Aval. Elle l'avait achetée avec l'argent économisé pendant 30 ans, comme costumière au théâtre de la Colline à Paris. 3 étages de pierre blanche, d'immenses fenêtres donnant sur la mer, une cave profonde creusée dans la roche. Et le silence, un silence si profond. Trop de silence pour celle qui avait passé toute sa vie entourée de gens, de tissus, d'une créativité débordante. La tempête est arrivée sans prévenir. Les météorologues avaient annoncé de fortes pluies, mais personne n'avait prévu que la mer monterait de 4 mètres au-dessus de la normale, que des vagues hautes comme des immeubles s'écraseraient contre les falaises, ni que des décennies d'érosion se produiraient en une seule nuit. Au réveil de Geneviève, la moitié du jardin avait disparu, emportée par la mer déchaînée, et la maison voisine, celle qui était vide depuis des années, s'était partiellement effondrée. Le mur qui séparait sa propriété des ruines n'était plus qu'un amas de gravats et de boue. C'est alors qu'elle aperçut Mathis pour la première fois. Il était au milieu des décombres, un appareil photo professionnel autour du cou, absorbé par sa photographie, au point de ne même pas remarquer son approche. Cheveux blonds foncés mouillés par la pluie fine, veste imperméable couverte de boue, bottes montantes. Geneviève lui dit qu'il n'aurait pas dû être là, que le bâtiment risquait de s'effondrer davantage. Il se retourna, yeux gris-bleu, de la même couleur que la mer ce jour-là. Un visage jeune, mais marqué par les rides autour des yeux, comme celles qu'on observe à force de contempler le lointain. Il se présenta comme photographe, documentant l'érosion côtière et les ruines, expliquant que cette destruction était précisément ce qu'il étudiait, la violence de la nature reprenant ses droits sur nos constructions. Geneviève lui fit remarquer qu'il s'agissait tout de même d'une intrusion. Il sourit d'un sourire qui ne semblait ni séducteur ni manipulateur, mais sincère, le sourire de quelqu'un pris en flagrant délit et conscient d'avoir mérité sa réprimande. Il demanda la permission de revenir le lendemain. Elle aurait dû refuser. Elle aurait dû appeler la police, porter plainte à la mairie, les laisser s'en occuper. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de considérer la destruction, non comme une tragédie, mais comme l'histoire qui s'écrivait en direct, qui lui rappelait une part d'elle-même. Il arriva à 9 heures précises le lendemain. Il apporta du café de la boulangerie et des croissants encore chauds. Ils travaillèrent côte à côte pendant 3 jours, lui prenant des photos, elle essayant de sauver ce qui restait du jardin, tous deux enfoncés jusqu'aux genoux dans la boue, échangeant à peine quelques mots. Le 4e jour, la pluie se remit à tomber à verse. Geneviève l'invita à entrer, car laisser quelqu'un dehors sous l'orage lui semblait une cruauté inutile. Il se sécha dans la salle de bain du rez-de-chaussée, elle prépara du thé, et lorsqu'il redescendit, les cheveux en bataille et vêtu d'une chemise propre ayant appartenu à son ex-mari, quelque chose changea. Pour la première fois, ils ont vraiment parlé. Il a évoqué son enfance à Bordeaux, la perte de son père à 15 ans, et son recours à la photographie pour faire son deuil et accepter l'impermanence. Geneviève a parlé de théâtre, de la création d'univers avec du tissu et du fil, et de sa retraite anticipée à 56 ans, une nécessité plutôt qu'un choix. Elle n'en a pas donné la raison. Certains secrets étaient trop lourds à porter pour être confiés à des inconnus. Même à des inconnus au regard bienveillant, qui tenaient des appareils photos comme s'ils étaient sacrés. La pluie ne cessa pas. Mathis resta dîner. Puis,
Il dormit dans la chambre d'amis, les routes étant impraticables. Le matin, le soleil réapparut, mais il ne partit pas. Il demanda à rester quelques jours de plus, prétextant avoir quelque chose à photographier correctement, et proposa de payer un loyer et de participer aux réparations. Geneviève aurait dû lui demander précisément ce qu'il comptait photographier. Elle aurait dû fixer des limites claires. Elle aurait dû protéger son espace, ses habitudes, sa solitude si soigneusement construite. Mais elle avait 68 ans et était lasse des « il faut ». Alors, elle accepta. Ce fut sa première erreur. La seconde serait de ne pas comprendre que dès le départ, il ne photographiait pas les ruines. Il cherchait quelque chose, et ce quelque chose était caché dans sa cave. Les 2 premières semaines se déroulèrent presque normalement. Mathis se levait tôt, sortait avec son matériel photo et revenait au crépuscule, couvert de poussière de craie ramenée des falaises. Il montrait des photos sur son ordinateur portable, d'impressionnantes compositions de pierre et de mer où destruction et beauté coexistaient. Geneviève préparait des dîners élaborés, bien trop copieux pour 2. Il mangeait sur la terrasse, en admirant le coucher de soleil sur la Manche. Il parlait d'art, de la vie, des choix. Il était à l'écoute de ces rares personnes qui écoutent vraiment, au lieu d'attendre passivement leur tour pour parler. Il posait des questions pertinentes sur son expérience au théâtre, sur les costumes qu'elle avait créés pour des productions célèbres, sur les raisons de son départ. Il s'arrêtait toujours avant d'aller trop loin. Il respectait les limites invisibles qu'elle s'était fixées sans même s'en rendre compte. Le soir, chacun regagnait sa chambre, séparé par un couloir et des décennies d'écart, simple, sûr, sans complications. Sauf que Geneviève commençait à ne plus désirer cette sécurité. Lui, il aspirait aux complications. Ce n'était pas un moment précis, c'était une accumulation. Sa façon de rire à des blagues nulles, la façon dont il mettait la table sans qu'on le lui demande, la façon dont il la regardait parfois comme s'il la voyait vraiment, non pas une vieille dame polie, mais une personne. Geneviève, ni la costumière, ni l'ex-femme, ni la prisonnière à la retraite, juste elle, et elle était si seule, depuis si longtemps, à tel point qu'elle avait oublié que la solitude était un choix qu'on pouvait changer. C'était un vendredi soir, après 2 bouteilles de Bordeaux et une conversation sur les regrets, qu'elle traversa le couloir. Elle frappa à sa porte. Il ouvrit, surpris, torse nu, visiblement sur le point de dormir. Elle lui demanda si quelque chose n'allait pas, et il répondit que tout allait mal, ou que rien n'allait mal, qu'il ne savait plus, qu'il ne voulait pas dormir seul cette nuit-là. Il aurait pu fermer la porte, il aurait pu être doux mais ferme, établir des limites saines, il aurait pu les épargner tous les 2 de ce qui allait suivre. Il ne le fit pas. Il l'attira à l'intérieur, l'embrassa avec une urgence qui semblait spontanée, et pour le reste de la nuit, l'âge n'eut plus d'importance. Les différences n'avaient plus d'importance. Juste peau contre peau, respiration synchronisée, la sensation d'être enfin de nouveau vivant. Au matin, elle s'attendait à des regrets. Les siens ou les siens. Mais à son réveil, il était là, couché sur le côté, la regardant, un léger sourire aux lèvres. Ils se dirent bonjour. Lorsqu'il commença à parler de la nuit précédente, elle lui demanda de ne pas regretter, lui disant qu'elle ne le supporterait pas. Il répondit qu'il était sur le point de lui dire qu'il voulait recommencer, encore et encore, peut-être pour toujours. Et c'est ainsi que tout commença. Pas vraiment une relation amoureuse, car le mot lui semblait trop réducteur. Mathis cessa de dormir dans la chambre d'amis. Ses vêtements se mêlaient aux siens. Son matériel photographique occupait le studio qu'elle n'utilisait plus. Il devint une partie intégrante de la maison, de la routine, de la vie qu'elle s'était construite pour vivre seule. Les habitants d'Étretat l'avaient bien remarqué, petite ville, grande ragot. Au marché, les conversations s'interrompaient à son passage. Des sourires polis dissimulèrent des jugements. Madame Laurent osa faire remarquer qu'il était intéressant qu'un jeune photographe vive chez elle, lui demandant s'il documentait quelque chose de précis. L'insinuation était claire. Il était avec elle pour l'argent, pour la maison, pour un quelconque avantage matériel. Pas pour elle. Mathis entra dans une colère noire quand Geneviève le lui raconta.
Il leur dit de se mêler de leurs affaires, qu'il ne savait rien d'eux. Elle lui fit remarquer qu'il savait qu'il avait 26 ans, et elle 68, qu'il savait à quoi cela ressemblait. Il répliqua que cela ressemblait à de l'amour, s'ils étaient assez intelligents pour le reconnaître. L'amour, il le disait si facilement, comme si c'était simple, évident, inévitable, et peut-être que ça l'était, parce qu'elle le ressentait, même en essayant de l'ignorer, même en sachant que c'était dangereux, improbable, voué à mal finir. Mais le problème n'était pas leur relation. Ce n'était ni les ragots, ni la différence d'âge, ni même le sentiment persistant que c'était trop beau pour être vrai. Le problème a commencé quand Geneviève s'est rendue compte que Mathis sortait le soir. La première fois, elle crut qu'il allait aux toilettes. Elle entendit des pas dans le couloir, une porte s'ouvrir, le silence. Elle se rendormit. La deuxième fois, elle remarqua l'heure, 2h30 du matin. Des pas descendant l'escalier. La porte du sous-sol s'ouvrit, un long silence, puis des pas revenant, le lit s'affaissant lorsqu'il se recoucha. Elle lui demanda s'il cherchait quelque chose. Il se raidit et dit qu'il était allé chercher de l'eau. Elle lui fit remarquer que la cuisine était au rez-de-chaussée et le sous-sol en dessous. Il prétendit s'être désorienté dans le noir, que la maison lui jouait encore des tours parfois. C'était un mensonge, mais elle laissa tomber. Car le questionné revenait à admettre qu'elle était attentive, qu'elle se doutait de quelque chose, que le château de sable qu'ils avaient bâti commençait à se fissurer. Cela se reproduisit 3 fois cette semaine-là, toujours entre 2 et 4 heures du matin, toujours à la cave, toujours de piètres mensonges quand on le confrontait. Il cherchait du vin à goûter, il pensait avoir entendu quelque chose, peut-être des rats. Il n'arrivait pas à dormir, il explorait. La 5e fois, Geneviève fit semblant de dormir profondément. Elle attendit qu'il se lève, descende et ouvre la porte de la cave. Elle compta jusqu'à 100. Puis elle se leva, prit le couteau à pain et descendit. La porte du sous-sol était entr'ouverte. Une faible lumière filtrait d'en bas. Elle descendit lentement les marches de pierre qui craquaient sous son poids. Le sous-sol était vaste, creusé à même la falaise. Humide, froid, il était rempli de cartons qu'elle n'avait pas ouverts depuis des années, des souvenirs qu'elle préférait garder enfouis. Mathis se tenait dans un coin, accroupi près d'un vieux carton. Il ne l'entendit pas arriver. Il était trop absorbé par ce qu'il tenait, des photographies. Des dizaines d'entre elles étaient éparpillées sur le sol autour de lui. Geneviève prononça son nom. Il se figea. Il se retourna lentement. Son visage exprimait une culpabilité si manifeste qu'elle en était insoutenable. Il dit pouvoir s'expliquer. Elle lui demanda pourquoi il fouillait ses affaires au milieu de la nuit, ce qu'il cherchait. Il se leva, les photos toujours à la main. Dans la faible lueur de la lampe, elle comprit de quoi il s'agissait, de vieilles photos d'une production théâtrale, du théâtre de la colline, de 1996. Et elle eut le souffle coupé. Elle lui demanda comment il avait obtenu ces photos. Il expliqua qu'elles étaient dans les cartons, qu'il n'avait pas prévu de les chercher, mais que ce premier soir où elle avait emprunté des vêtements à son ex-mari, il était descendu laver les siens et avait vu les cartons et son nom dessus. Il lui tendit une photo en particulier. Elle ne voulut pas la regarder, elle savait déjà ce que c'était. 29 ans plus tard, elle se souvenait encore de chaque détail de cette journée. C'était une photo de groupe. La pièce s'appelait « Les ombres du passé », une production ambitieuse sur les secrets de famille et la vengeance. Elle avait créé les costumes, son œuvre la plus ambitieuse, son plus grand accomplissement et sa plus grande honte. Elle lui demanda pourquoi il avait une photo. Mathis expliqua que la production était légendaire. Elle avait été arrêtée après seulement 3 représentations. Des acteurs avaient disparu. Le metteur en scène avait fui le pays. Un énorme scandale avait éclaté et n'avait jamais été complètement élucidé. Et elle était là quand tout cela s'était produit. Puis, elle avait disparu à son tour. Elle avait changé de nom et s'était cachée. Elle fut prise d'effroi. Elle lui demanda comment il savait qu'elle avait changé de nom. Il expliqua qu'il était photographe de ruines, mais aussi chercheur.
Il étudiait les histoires oubliées, les événements occultés, les vérités enfouies. Et cette production théâtrale avait quelque chose de louche, quelque chose qui n'avait jamais été dit. Et elle savait quoi. Geneviève recula jusqu'à se retrouver dos au mur froid. Elle affirma que tout cela n'avait pas été un hasard. La tempête, la maison voisine, son apparition précise à cet endroit. Tout avait été planifié. Il le nia avec véhémence, faisant un pas vers elle. Elle recula de nouveau. Il insista. Les choses ne s'étaient pas passées ainsi. La tempête avait bien eu lieu. Il avait réellement étudié l'érosion côtière. Mais oui, il savait que Geneviève Moreau, ancienne costumière du théâtre de la Colline, vivait là sous le nom de Dubois. Oui, il voulait savoir ce qui s'était passé lors de cette production, mais il ne l'avait pas prémédité. Il n'avait pas prévu de tomber amoureux d'elle. Elle affirma que c'était un mensonge, que tout avait été un mensonge depuis le début. Il insista, ce n'était pas tout. Ses sentiments étaient réels, ce qu'ils avaient vécu était réel. Mais oui, il avait menti sur les raisons de sa venue, et il était profondément désolé. Mais elle devait comprendre que son père participait à cette production. Son monde s'écroula. Henri Chevalier, second rôle. Il incarnait le fils trahi. J'avais 22 ans. C'était sa première grande production. Il était sur le point d'être découvert, de connaître une brillante carrière. Et après cette nuit-là, il ne joua plus jamais. Il sombra dans une profonde dépression. Il passa le reste de sa vie à travailler en usine, à boire excessivement, répétant à son fils qu'il avait gâché sa seule chance. Il mourut quand Matisse avait 15 ans, et à ce jour, il ignore encore ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, détruisant non seulement la production, mais aussi tous ceux qui y ont participé. Geneviève glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol froid. 29 ans de fuite, une nouvelle vie, une nouvelle identité, la vérité enfouie si profondément qu'elle finissait parfois par croire qu'elle n'avait jamais existé. Et maintenant, elle était assise à la cave, au beau milieu de la nuit, avec le fils d'un des hommes qui avaient été là, avec l'homme qui avait couché avec elle, qui lui avait dit l'aimer tout en cherchant la vérité qu'elle avait dissimulée pendant des décennies. Elle lui demanda ce qu'il voulait. Justice, vengeance, un article à publier. Il répondit qu'il voulait la vérité. Son père était mort, avec le sentiment d'avoir échoué, d'être faible, de ne pas être à la hauteur. Mais il savait qu'il s'était passé autre chose, quelque chose qu'on avait étouffé. Et tous ceux qui étaient impliqués étaient morts, avaient disparu ou avaient refusé de parler. Elle était la seule encore en vie, la seule dont il savait où elle se trouvait. Geneviève termina sa phrase avec amertume. Peut-être lui faisait-elle assez confiance pour tout lui dire. C'était tout. Tout ce temps, il l'avait séduite, lui avait fait se sentir désirée, lui avait dit qu'il l'aimait, juste pour qu'elle lui fasse confiance et lui révèle le secret. Il a crié que ce n'était pas comme ça. Elle lui a alors demandé comment c'était possible, car de son point de vue, c'était exactement le cas. Il s'est agenouillé devant elle, désespéré. Oui, il était venu chercher la vérité. Oui, au départ, il avait pensé que la séduire pourrait peut-être l'aider. Mais il ne l'avait pas prévu, il n'avait pas prévu de ressentir ce qu'il ressentait. Et quand c'est arrivé, quand il est vraiment tombé amoureux, il a cessé de chercher. Il a montré les boîtes autour de lui. Elles avaient toutes été ouvertes des semaines auparavant, avant qu'ils ne se mettent ensemble. Après cette nuit où elle était venue dans sa chambre, il s'était arrêté. Parce qu'elle était devenue plus importante que n'importe quelle vérité sur le passé. Elle lui fit remarquer qu'il revenait encore là, chaque soir, à sa recherche. Il baissa la tête. Il dit que c'était une addiction, parce qu'il avait passé des années à essayer de comprendre ce qui avait détruit son père. Et si près du but, il n'avait pas pu s'arrêter complètement. Mais il jurait que ses sentiments pour elle étaient réels. Elle regarda ce jeune homme, beau et agenouillé devant elle, les larmes aux yeux, l'air véritablement brisé, et une partie d'elle voulait y croire. Elle voulait tellement croire que quelque chose de bon qui lui était arrivé pouvait être réel, plus un mensonge, plus quelque chose qu'elle devrait enfouir et oublier. Mais l'autre partie se souvenait de cette nuit de 1996, se souvenait de ce qu'ils avaient fait, et elle savait que la vérité qu'ils cherchaient était un poison. Elle ne sauverait pas la mémoire de son père.
Elle ne ferait que détruire l'image qu'elle avait de lui. Elle lui demanda s'il voulait vraiment savoir, s'il désirait la vérité, quelle qu'elle soit. Il acquiesça sans hésiter. Son erreur. Elle lui dit de s'asseoir, car c'était une longue histoire. Et après qu'elle l'eut racontée, il partirait pour ne jamais revenir, car certaines vérités ne reviennent pas. Il s'assit, et elle commença à parler. Pour la première fois en 29 ans, elle dit à voix haute ce qu'elle avait juré d'emporter dans sa tombe. La production des ombres du passé se voulait révolutionnaire, raconta-t-elle. Le metteur en scène était Claude Moreau, son mari de l'époque. Visionnaire, brillant et totalement sans scrupules. Il avait l'idée de créer une œuvre si immersive, si réelle, que le public ne pourrait plus distinguer le jeu d'acteur de la réalité. Ses méthodes étaient extrêmes. Il choisissait de jeunes acteurs malléables, avides de reconnaissance. Le père de Matisse était l'un d'eux. Henri était beau, talentueux, mais naïf. Il croyait que Claude ferait de lui une star. Tout le monde y croyait. Les répétitions durèrent 6 mois. Isolement total. Claude loua un vieux château aux portes de Paris. La troupe y logeait, ni famille, ni amis, aucun contact avec le monde extérieur. Il prétendait que c'était pour maintenir l'immersion, pour qu'ils vivent pleinement leur personnage. Geneviève s'y rendait chaque semaine pour les essayages de costumes, et chaque semaine, elle voyait les acteurs changer. Ils maigrissaient, devenaient plus nerveux, plus désespérés. Claude employait des techniques psychologiques extrêmes, privation de sommeil, manipulation émotionnelle, recours occasionnels à des drogues pour les aider à incarner leur personnage. Tout cela pour obtenir des performances authentiques. Mais ce n'était pas tout. Claude avait une liaison avec la première actrice, Juliette. 19 ans, belle, vulnérable. Et il la détruisait méthodiquement. Il lui faisait croire que c'était de l'amour, que la souffrance était un art, que le sacrifice était nécessaire. Geneviève le savait. Elle voyait les signes. Mais elle n'a rien fait. Parce qu'elle avait peur de Claude. Peur de perdre sa carrière, sa maison, sa vie. Alors elle a fait semblant de ne rien voir. La pièce racontait l'histoire d'une famille qui dissimulait un lourd secret. Le personnage d'Henri découvre que son père a abusé de sa sœur pendant des années. La confrontation a lieu au 3e acte. C'est une scène violente, cathartique, émotionnellement éprouvante. Claude avait tout préparé. À la 3e représentation, la dernière avant la première officielle dans un théâtre plus grand, il fit quelque chose d'inattendu. La voix de Geneviève se brisa lorsqu'elle le raconta. Il avait tout orchestré pour que, lors d'une scène de confrontation, Juliette révèle la vérité. Non pas sur le personnage, mais sur elle-même. Drogue administrée avant la représentation, mois de manipulation psychologique. Tout était préparé pour ce moment, et devant un public de critiques et de producteurs influents, elle hurla qu'elle était enceinte. Que Claude, metteur en scène marié depuis 45 ans, avait mis enceinte une jeune actrice sous sa tutelle. Qu'un véritable abus s'était dissimulé sous la façade théâtrale. Le chaos s'installa immédiatement. Juliette fit une dépression nerveuse sur scène. La troupe, y compris le père de Matisse, comprit qu'ils avaient été manipulés pour dissimuler un véritable crime déguisé en œuvre d'art. Les critiques s'en allèrent. La police fut appelée, mais Claude avait déjà pris la fuite. Il avait tout planifié. Il avait caché de l'argent, un faux passeport et une voie d'évasion. Il disparut cette nuit-là. On ne le retrouva jamais. Et Juliette se suicida 3 jours plus tard. Une overdose volontaire. Elle laissa une lettre expliquant tout. Mais sa famille la détruisit. Il ne voulait pas de scandale public. Alors, l'affaire fut étouffée. La production fut annulée, le théâtre fermé, et tous les impliqués furent payés pour garder le silence. Geneviève regarda Matisse droit dans les yeux. Son père savait, tous les acteurs savaient ce qui s'était passé, et ils étaient rongés par la culpabilité, car ils étaient complices malgré eux. Parce qu'ils n'avaient pas compris, qu'ils n'avaient pas posé de questions, qu'ils avaient laissé faire, et cette culpabilité les avait détruits. Son père n'avait pas sombré dans la dépression à cause d'un échec d'acteur. Il l'avait sombré parce qu'il avait été témoin d'un crime, qu'il avait été instrumentalisé pour le perpétuer, et qu'il n'avait rien fait.
Un silence absolu régnait au sous-sol. Seul le bruit de l'eau qui goutte sur la pierre venait troubler le silence. Mathis finit par lui demander d'une voix rauque si elle savait ce que Claude faisait à Juliette. Geneviève répondit qu'elle se doutait de quelque chose. Pas certaine, certes, mais suffisamment pour qu'elle aurait dû agir. Elle aurait dû protéger la jeune fille, et elle ne l'a pas fait. Alors, quand tout fut fini, elle changea de nom, se cacha là-bas, cessa de travailler, car elle aussi portait le poids de la culpabilité. Et Mathis avait couché avec elle, lui avait fait croire qu'il l'aimait et qu'il était le fils d'une des victimes de son mari. L'homme qu'elle avait aimé et protégé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mathis pleurait. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Il raconta que son père ne lui avait jamais rien dit. Il lui avait seulement dit qu'il avait échoué, qu'il n'était pas assez fort. Il pensait que c'était de la faiblesse. Mais c'était un traumatisme. Geneviève le lui avait confirmé. Mathis poursuivit, la voix brisée. Il dit qu'il l'avait utilisé, exactement comme son père avait été utilisé. Il était venu avec des intentions cachées, l'avait séduite, manipulée pour obtenir ce qu'il voulait. Il était comme son ex-mari. Elle le nia. Elle dit que non, qu'il avait arrêté, qu'il était vraiment tombé amoureux. Claude n'avait jamais aimé personne d'autre que lui-même. Mais Mathis était mieux. Son père en serait fier. Il posa la question, mais pas sur le reste. Elle acquiesça. Non, pas sur le reste. Ils restèrent là, dans la cave froide et humide, entourés de cartons du passé qui auraient dû rester fermés. Deux êtres qui s'étaient blessés, qui avaient menti, qui s'étaient utilisés, mais qui s'étaient aussi, d'une manière tordue et compliquée, aimés. Mathis demanda ce qu'il faisait. Elle répondit qu'il partait. Il prenait ses affaires, quittait Étretat et ne raconterait jamais cette histoire à personne, car révéler la vérité ne sauverait personne. Juliette serait toujours morte. Son père serait toujours mort. Et il détruirait les souvenirs de tous les autres acteurs qui tentèrent de reconstruire leur vie, y compris les siens. Il s'enquit d'eux. Elle répondit qu'il n'y avait pas de « eux ». Il n'y en avait jamais eu. Il y avait une femme solitaire et un homme en quête de vérité. Ils avaient fait semblant d'aimer, car c'était plus facile que d'admettre la vérité. Il dit qu'il n'y croyait pas. Elle répondit que ses croyances importaient peu. Seule la réalité comptait. Et la réalité, c'était que leur relation était bâtie sur des mensonges. Les siens par omission, les siens par intention. Elle ne pouvait pas survivre. Mathis se leva. Il l'aida à se relever. Un instant, ils restèrent là, les mains toujours entrelacées, à se regarder. Il lui dit qu'il l'aimait vraiment, qu'il savait qu'elle n'y croyait pas, mais que c'était vrai. Elle répondit qu'elle le savait, et qu'elle l'aimait aussi, d'une manière tordue, erronée, impossible, mais elle l'aimait. C'est pourquoi il devait partir, car rester ne ferait que les détruire tous les deux. Il l'embrassa sur le front, pas sur les lèvres, sur le front, comme une bénédiction, un adieu, des excuses qui ne suffiraient jamais. Puis il lâcha sa main, ramassa ses photos et monta. Geneviève resta au sous-sol, l'écoutant ranger ses affaires à l'étage. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Elle entendit sa voiture démarrer et s'éloigner en descendant la colline. Et puis le silence retomba. Elle se laissa retomber sur le sol froid, entourée de cartons ouverts, de photos éparpillées, de fantômes qui, enfin, retrouvaient un visage et un nom. Et elle pleura. Pour la première fois en 29 ans, elle pleura pour Juliette, pour le père de Mathis, pour tous les acteurs qui ne s'en étaient jamais remis, pour Claude qu'elle aimait mais qui était un monstre, et pour elle-même. Pour cette femme qui avait été lâche quand il aurait fallu être courageuse, qui avait choisi le confort plutôt que sa conscience, qui en avait payé le prix chaque jour depuis. Et maintenant, elle payait un nouveau prix, perdre le seul homme qui lui avait fait se sentir vivante depuis des décennies. Le perdre parce que dire la vérité lui avait coûté le droit de le garder. Certaines vérités ont un prix. Celle-ci lui avait coûté un amour qu'elle pensait ne plus jamais connaître. L'hiver arriva à Étretat 3 mois plus tard, avec des vents glacials. Les touristes disparurent. Les falaises se vidèrent. Geneviève reprit ses habitudes.
promenades solitaires, lectures en solitaire, dîners pour une seule personne. Les commérages finirent par s'estomper. On cessa de s'enquérir du jeune photographe. On supposa ce qu'on avait toujours supposé, une simple aventure, qu'il avait profité d'elle, qu'elle était une vieille sotte qui aurait dû être plus avisée. Elle les laissa croire cela, car la vérité était pire. La vérité, c'est qu'ils avaient tous deux tenté de se manipuler et avaient fini par se blesser mutuellement d'une manière inattendue. En décembre, il y avait une enveloppe dans la boîte aux lettres, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une carte et une photo. La photo représentait le coucher de soleil sur les falaises, prise depuis sa terrasse, une composition parfaite, une lumière dorée, l'immensité de la mer. C'était magnifique et douloureusement familier. La carte disait simplement qu'il lui était reconnaissant d'avoir dit la vérité. Il avait détruit certaines choses, mais en avait sauvé d'autres, notamment le souvenir qu'elle avait de son père. Maintenant, elle comprenait, et elle pardonnait, son père et elle-même. Il espérait qu'un jour elle se pardonnerait aussi, avec amour, juste ses initiales. Geneviève avait accroché la photo au mur de l'atelier. Je la regardais tous les matins. Un rappel que les secrets enfouis finissent toujours par ressurgir, que les mensonges, même les plus bien intentionnés, corrompent, et que l'amour véritable et sincère implique parfois de lâcher prise. Elle ignorait où était Matisse. Elle ne cherchait pas. Elle n'allait pas chercher, mais parfois, au beau milieu de la nuit, je me réveillais et entendais des pas à la cave. Juste une seconde, avant de réaliser que ce n'était qu'une illusion. Un souvenir, le fantôme d'une romance qui n'aurait jamais dû exister. Le secret qu'il dissimulait dans l'ombre s'avéra être le même qu'elle. La culpabilité. La sienne pour l'avoir utilisé. La sienne pour l'avoir laissé faire. La sienne pour avoir trahi sa confiance. La sienne pour ne jamais lui avoir dit toute la vérité. La sienne pour chercher des réponses. La sienne pour fuir les questions. Au final, ils étaient deux êtres rongés par les ténèbres, cherchant la lumière l'un dans l'autre. Ils la trouvèrent, un bref instant. Mais la lumière empruntée ne dure jamais. Et lorsqu'elle s'éteignit, ils se retrouvèrent au point de départ, seuls dans l'obscurité, avec plus de secrets qu'auparavant. C'était un amour interdit, non pas parce que la société le prohibait, mais parce que la vérité le prohibait. Car, bâti sur des mensonges, il était voué à s'effondrer. Et lorsqu'il s'est effondré, il ne restait que des décombres et des questions sans réponse, comme si quoi que ce soit avait jamais été réel, si cela en avait valu la peine, si elle aurait agi autrement si elle l'avait pu. Geneviève ne le savait pas, peut-être ne le saurait-elle jamais, mais elle regardait cette photographie au mur et se souvenait des après-midi sur la terrasse, leurs doigts entrelacés, le soleil couchant, lui disant que c'était plus beau parce que c'était éphémère. Peut-être avait-il raison, peut-être leur amour était-il beau précisément parce qu'il était voué à finir, ou peut-être était-ce simplement ce qu'elle se répétait pour pouvoir dormir la nuit. En avril, lorsque les premières fleurs pointèrent le bout de leur nez dans les jardins reconstruits après la tempête, Geneviève descendit à la cave pour la première fois depuis cette nuit-là. Les cartons étaient encore ouverts, les photos encore éparpillées là où Matisse les avait laissées. Elle les ramassa soigneusement. Elle contempla chaque visage, de jeunes acteurs pleins de rêves, Juliette souriant sans se douter de ce qui l'attendait. Le père de Matisse ressemblant tellement à son fils que c'en était douloureux. Et Claude, son ex-mari, l'homme qu'elle avait aimé mais qui était un monstre déguisé en génie. Elle déchira cette photo, puis une autre, et encore une autre. Elle déchira toutes celles où figurait son image, jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal, et que le sol soit jonché de morceaux. Elle n'a sauvé personne. Elle n'a rien changé. Mais elle se sentait bien malgré tout. Elle mit les autres photos dans une enveloppe. Elle l'adressa à Matisse. Il avait laissé une adresse à Bordeaux sur la carte. Elle écrivit simplement pour qu'il se souvienne d'elles telles qu'elles étaient avant, quand il y avait encore de l'espoir. Elle ne signa pas. Ce n'était pas nécessaire. Elle monta à l'étage, ferma l'enveloppe et la posta le lendemain.
Et puis, pour la première fois en 29 ans, Geneviève Moreau, non pas Dubois, mais Moreau, son vrai nom qu'elle avait abandonné, décrocha le téléphone et appela son avocat. Il était temps d'arrêter de se cacher. Il était temps de dire la vérité au grand jour. Pas tous les détails. Certains secrets protégeaient des innocents et devaient rester enfouis. Mais suffisamment. À propos de Claude, de ce qu'il avait fait, de la façon dont le système avait laissé faire puis étouffé l'affaire. Ce serait difficile. Elle s'exposerait peut-être à des conséquences juridiques et certainement à des conséquences sociales. Mais Mathis avait raison sur un point. Elle devait se pardonner, et elle ne pouvait pas y parvenir en continuant de fuir. Quelques mois plus tard, l'histoire éclata. Pas un scandale retentissant. Trop de temps s'était écoulé et les principaux protagonistes étaient morts ou portés disparus. Mais cela suffisait. Juliette avait enfin un nom, son histoire était racontée, elle obtenait justice, même si c'était tardivement. Et Geneviève dut affronter le tribunal de l'opinion publique. Certains la qualifiaient d'héroïne pour avoir enfin parlé. D'autres la traitaient de lâche pour avoir attendu si longtemps. Elle accepta les deux, parce qu'elles étaient vraies. Mathis ne l'a pas contactée, elle ne s'y attendait pas, mais elle a vu son nom au générique du documentaire consacré à l'affaire. Photographe et chercheur. Il avait utilisé les photos qu'elle lui avait envoyées. Il avait raconté l'histoire de son père, comment un traumatisme non diagnostiqué peut détruire une vie entière. C'était un travail remarquable, honnête, bouleversant, nécessaire. Et à la fin, au générique, un hommage lui était rendu, rappelant que le courage consiste parfois à reconnaître ses erreurs, et pas seulement ses victoires. Geneviève lut ces mots et pleura. Mais ses larmes étaient différentes, cette fois. Non pas des larmes de perte ou de regret, mais plutôt du soulagement. Peut-être même de la paix. Le secret qu'il cachait dans l'ombre n'était pas unique. Il y en avait plusieurs. Le sien, ceux de tous ceux qui l'avaient précédé. Et lorsqu'ils finirent par faire la lumière sur cette affaire, ils découvrirent que certains secrets existent pour une raison. Certains secrets obscurs protègent plus qu'ils ne dissimulent. Mais découvrir trop tard est une histoire plus vieille que le monde. Et ils la répétèrent, croyant que cette fois-ci serait différente. Elle ne l'est jamais. Mais parfois, très rarement, choisir d'affronter la vérité, même trop tard, en vaut encore la peine. Cela ne sauve pas la relation. Cela ne répare pas les dégâts. Cela ne ressuscite pas les morts. Mais cela préserve quelque chose de plus précieux, la possibilité de vivre le reste de sa vie sans se cacher, de se regarder dans le miroir et de reconnaître la personne qui nous regarde. Geneviève avait 69 ans, Mathis en aurait 27. La différence d'âge semblait d'autant plus grande que la distance les séparait. Mais ce qu'ils ressentaient était réel, même s'il reposait sur des mensonges. Peut-être justement pour cela, car l'amour qui survit à la vérité est un amour de conte de fées. Mais l'amour qui ne survit pas, mais qui au final laisse les deux plus forts, voilà le véritable amour. Imparfait, douloureux, humain. Et tandis qu'elle contemplait le coucher du soleil sur les falaises peintes par Monet, ces falaises témoins de son histoire avec Matisse, ces falaises qui resteraient là bien après sa disparition, Geneviève se dit que cela en avait valu la peine. Pas l'amour en lui-même peut-être, mais ce qui l'avait forcé à faire, à affronter la réalité, à enfin cesser de fuir. Certaines personnes entrent dans nos vies non pas pour y rester, mais pour nous pousser dans la direction que nous devons prendre. Matisse était cette personne pour elle, et elle comprenait maintenant qu'il l'était aussi pour lui. Les secrets enfouis dans l'ombre avaient enfin été révélés. Et si la lumière avait dévoilé des choses laides, des choses qu'il valait mieux ignorer, elle avait aussi tracé un chemin vers l'avenir. Un chemin qu'elle parcourait seule, mais sans plus se cacher. Et peut-être, juste peut-être, que cela suffirait. L'amour interdit n'avait jamais été une question d'âge ou de convention sociale. Il s'agissait de vérités enfouies, trop chères à payer pour être découvertes. Il s'agissait de deux êtres rongés par des culpabilités différentes, qui s'étaient rencontrés au mauvais moment, pour de mauvaises raisons. Il s'agissait de mensonges qui semblaient bienveillants, jusqu'à ce qu'ils révèlent des griffes cachées,
Mais c'était aussi l'histoire d'un bref instant de bonheur véritable au milieu du mensonge, d'une connexion authentique née de fausses intentions, d'un amour imparfait qui a fleuri sur un terreau empoisonné et qui pourtant, pendant quelques mois, fut magnifique. Et peut-être qu'au final, quand tout fut dit et fait, quand les vérités furent révélées et les conséquences assumées, quand chacun reprit son chemin, portant de nouvelles blessures, peut-être que la seule chose qui comptait était ceci. Pendant un instant, au sommet de cette falaise où la mer rencontrait le rocher, où le passé rencontrait le présent, où deux âmes solitaires se rencontraient dans l'obscurité, cela avait été réel. Cela avait été l'amour. Interdit, impossible, condamné dès le départ. Mais l'amour tout de même, et cela Geneviève le découvrit, devait parfois suffire.